Cette année, nous avons donc 3 Grands Prix qui se disputent sur le sol états-unien et on s'apprête à vivre le Grand Prix national, donc au circuit des Amériques ce week-end. Cela fait depuis plus de 10 ans maintenant que l'on se rend sur ce fabuleux circuit sorti de terre, archétype d'un tracé à la Hermann Tilke. Mais il y a 18 ans, la Formule 1 et les États-Unis étaient plutôt en instance de divorce après l'un des week-ends de Grand Prix les plus pitoyables que le sport ait connu. 6 voitures sur les 20 se sont présentées sur la grille à la fin du tour de chauffe pour disputer le Grand Prix, tandis que les 14 autres sont rentrés au stand pour simplement abandonner. Tout cela s'est produit sur le temple de la course auto aux États-Unis, à Indianapolis, une histoire de pneus où tout le monde a eu raison, mais au détriment des spectateurs. Le fiasco d'Indianapolis 2005 pose la question de savoir à quel point la F1 est un sport et un divertissement. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler rapidement d'une collaboration avec la marque E2R qui me tient moi particulièrement à cœur. On a fait cette édition limitée de ce sac à dos qui est fabriqué en France, qui est fabriqué à la main avec des chutes de tissu de voiture. Le sac est vraiment d'une super qualité, il est imperméable évidemment, ça tient de fou dans le temps. Vous avez des belles bretelles en ceinture de sécurité. C'est un bel objet qui est pratique pour aller au boulot avec du style tout en faisant un petit geste pour la planète et avec la passion qu'on a pour l'automobile. Bref, ça change un petit peu des sacs qu'on voit en règle générale. Le sac est dispo en précommande, vous le recevrez pour Noël à peu près, donc ça peut faire un très beau cadeau pour vous-même ou pour un proche qui a désespérément peut-être besoin de changer de sac, s'il en a un qui est un petit peu fatigué quoi. Donc voilà, vous avez tous les liens dans la description évidemment. Il n'y en a que 50, c'est une édition limitée, donc ça risque de vite partir. Pour vous recontextualiser, l'année 2005 est marquée par une nouvelle règle, celle de faire toute la course sur un seul train de pneus, c'est-à-dire 300 km et quelques. Alors à l'époque, on n'avait pas d'histoire de soft ou de médium, etc. Les deux manufacturiers de pneus, à savoir Michelin et Bridgestone, se devaient d'apporter les pneus pour les équipes en fonction du circuit. C'est un peu comme aujourd'hui avec les fameux C1 pour Silverstone et les C5 pour Monaco si tu préfères. On avait donc un seul type de pneu par Grand Prix, sélectionné du coup au préalable par le manufacturier pour apporter la meilleure performance possible, évidemment. Bridgestone et Michelin devaient aussi apporter un pneu de secours entre guillemets au cas où le composé de pneu principal qu'on utilise d'habitude soit pas bon. Sauf que rapidement dans les faits, ce pneu de secours était plutôt utilisé comme une option plus tendre pour les équipes afin de toujours pousser un petit peu plus loin la performance. Donc au lieu d'avoir un composé médium entre guillemets, par exemple qu'on utilisait pour le week-end en règle générale, et un composé de hard de secours si tu préfères, on s'est souvent retrouvé, voire tout le temps retrouvé avec des médiums et des softs sur des circuits où les médiums étaient déjà un petit peu en train de trimer. Alors les pilotes se qualifiaient avec le train de pneus qu'ils allaient utiliser pour toute la course et aussi avec le carburant pour faire leur premier relais. En fait, en 2005, c'était l'inverse de ce que l'on a aujourd'hui. On partait avec des pneus pour toute la course et on remettait de l'essence 2 à 3 fois dans la course à peu près. Du coup, 2005, c'est quand même, je trouve, la pire saison en termes de nombre de dépassements et pire règle globalement pour faire une course en F1. Ça tiendra seulement un an avant de repasser à des arrêts pour les pneus. Ainsi se termine l'ère des V10 atmosphériques. La Formule 1, dans le début des années 2000, veut aller chercher ce fameux marché américain qu'elle a délaissé depuis trop longtemps. Il y a un très gros potentiel, c'est un marché qui est énorme aussi pour les constructeurs automobiles qui sont en Formule 1. Bref, on ne peut pas ne pas avoir de Grand Prix sur le sol états-unien. On va donc à Indianapolis. Alors Indianapolis, on dispute surtout l'Indy 500, course de monoplace à plus de 350 km/h sur un ovale bordé de murs, et ce depuis 1911. C'est l'un des temples du sport auto mondial. La F1 utilise la ligne droite des stands du circuit, rentre à l'intérieur de l'ovale que l'on appelle l'infield, roule sur un circuit routier, donc normal pour nous Européens, avant de ressortir et d'emprunter un des virages relevés de l'ovale pour finir sa boucle. En 2004, c'est-à-dire un an avant, on note 2 pneus Michelin qui éclatent coup sur coup, dont celui de Ralf Schumacher qui l'envoie dans le mur et lui fait perdre connaissance pendant quelques secondes. On donne la faute à des bouts de carbone qui étaient jonchés sur la piste au premier virage après un accrochage au départ, et donc c'était pas impossible qu'on ait des entailles dans les pneus. L'histoire veut que ce soit 2 pneus Michelin qui aient éclaté. Il faut aussi savoir que l'on prend le banking en sens inverse et la safety barrière que l'on connaît bien aujourd'hui ne couvre pas l'endroit où tape la BMW Williams de l'Allemand. Donc c'est pleine balle
par l'arrière dans le mur en béton et ça te met out quoi. En 2005, l'Oval d'Indianapolis a bénéficié d'un resurfaçage complet pour disputer la course de l'Indy 500 en mai. Le Grand Prix des États-Unis, lui, était en juin. On note donc la présence de stries longitudinales dans le bitume dû à un meulage au diamant et le manufacturier de pneus de l'IndyCar, Firestone, a trouvé une dégradation qui était anormalement forte par rapport à ce qu'ils avaient eu avant. Ce qui est assez logique vu le bitume, comment ils l'ont fait, etc. C'était pour que ce soit bien plat, mais il y avait des stries dedans. Alors il faut savoir que Firestone est une branche de Bridgestone et donc le manufacturier japonais peut mieux préparer le Grand Prix que Michelin qui ne peut que se reposer sur des données de l'année passée et des simulations. Indianapolis, on ne peut pas accueillir des tests de F1 comme ça en claquant des doigts. Donc Michelin arrive, quoi qu'il arrive, sous-préparé. Vendredi, FP1, boum, une voiture à pleine vitesse éclate un pneu dans le banking et se plante contre le mur. C'est une Toyota dont le pilote n'est autre que Ralf Schumacher, encore une fois. Ça fait beaucoup là, non? Alors plus de peur que de mal, mais les médecins lui interdisent de disputer le reste du week-end. Plus tard, c'est l'autre Toyota avec le troisième pilote dedans, Ricardo Zonta, qui éclate un pneu, mais cette fois-ci dans l'infield. Un truc cloche avec la Toyota visiblement, c'est ce qu'on se dit. Et finalement, au fur et à mesure que les voitures reviennent, Michelin commence à voir des fissures sur le flanc du pneu sur un petit peu toutes les voitures qu'elle équipe. Bon, vendredi soir, Michelin ne sait toujours pas pourquoi ils ont des pneus qui souffrent autant et on fait des analyses directement à Clermont-Ferrand. Quelle joie d'être avec vous ici ce soir à Clermont-Ferrand. Ça c'est tienne, pardon. Le lendemain, on trouve enfin le problème. Les stries dans la piste, dues au resurfaçage, couplées à la pression des pneus, le réglage des suspensions et la charge aérodynamique des voitures, créent des sortes d'oscillations, des vagues, des oscillations verticales dans le pneu et affaiblissent le flanc jusqu'à sa rupture. En fait, c'est comme si tu passais sur un vibreur avec la fréquence juste parfaite de vibration pour que le pneu il éclate. C'est un truc de ouf. Dépendamment des voitures et de leur conception, notamment sur les suspensions, le châssis, etc., certaines équipes sont évidemment plus touchées que les autres. Renault et McLaren, par exemple, sont moins touchés par le problème que Toyota. Alors Michelin a opté pour des flancs très flexibles pour maximiser le contact de la bande de roulement sur la piste. C'est un pneu qui est agressif, mais qui peut effectivement être un petit peu fragile. C'est leur esprit de conception de ce pneumatique. Bridgestone, à l'inverse, a des pneus plus solides, mais moins performants. On disait même des Bridgestone que c'était des pneus en bois tellement ils étaient durs. Michelin recommande donc de rouler avec des pressions plus élevées et de faire des runs moins longs pour éviter d'avoir un problème en FP3. Pour la qualif, on n'a toujours pas résolu le problème, on n'a que 2 tours lancés à faire, donc on continue tel quel. Vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Ironiquement, c'est Jarno Trulli qui plante la Toyota, mais cette fois-ci en pole position pour la première fois de leur histoire en Formule 1. Alors, le problème, c'est que ça solutionne pas le fait de devoir faire 73 tours le lendemain, c'est-à-dire le dimanche. Michelin a un très gros problème, mais la Formule 1 aussi, car c'est 14 voitures qui sont dans la galère et qui, pour l'instant, ne sont pas certaines de prendre le départ. Du moins, Michelin le déconseille. Alors, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions comme dirait l'autre. Et des solutions pour que ce Grand Prix ait lieu avec toutes les voitures en piste. En vrai, il y en a eu un paquet, mais aucune n'a été la bonne. Vous allez me dire, et si on changeait de pneu? C'est facile. Le pneu de secours, le problème c'est qu'il est pareil, voire pire. C'est un problème de conception et de sous-estimation par manque d'information des charges subies par le pneu dans le virage 13, donc Michelin, pour l'instant, les gommes qu'ils ont à dispo, c'est pas possible. Logistiquement, c'est presque impossible de faire venir de nouveaux pneus plus résistants en quantité suffisante. On est grosso modo samedi soir, c'est trop juste. De toute manière, on enfreint plusieurs règles sportives si c'était le cas, à cause de la règle de 2005 de rouler qu'avec un seul train de pneus. Ce qui serait, quoi qu'il arrive, injuste pour Bridgestone qui a bien fait le boulot. Alors ça, c'est injuste. Et si on demandait aux pilotes de rouler moins vite dans le fameux virage 13, puisque c'est ça qui pose problème, c'est la vitesse dans ce virage. Pardon? L'une des idées les plus idiotes et dangereuses qui a été proposée, je trouve. Les pilotes sont payés pour rouler le plus vite possible, ils ne savent pas faire autrement. C'est comme demander à Serge Le Mito d'arrêter de mentir. Jason Statham, il me relève comme ça. Je fais, mec, c'est chiant, mais ce que tu viens de faire. T'inquiète, je laisse jamais un pote en galère. C'est pas possible. Alors pareil, la dangerosité de ralentir au virage 13, c'est de créer des accordéons, des décalages tardifs, pendant que les équipes Bridgestone passent à pleine balle. On est sur un ovale, il y a les murs à côté, enfin c'est insensé. Ça a été proposé par le directeur de course Charlie Whiting, parce que c'est une solution simple, facile, mais
elle est pas bonne. Alors on a aussi le coup de passer par la voie des stands chaque tour, ce qui rend cette zone déjà critique avec du personnel à pied encore plus dangereuse si on sait pas qui s'arrête, les unsafe release, etc. Idée proposée par Max Mosley, le président de la FIA à l'époque. Bref, il n'y a pas que des bonnes idées non plus. Alors on peut aussi tenter de changer les pneus pour des raisons de sécurité, ça c'est autorisé, quand c'est nécessaire. Mais avec des runs de 10 tours pour qu'on soit safe, on n'a pas assez de pneus pour faire les 73 tours du Grand Prix. Alors petit à petit germe l'idée d'installer une chicane dans le virage 13 pour casser la vitesse des voitures et faire tenir les pneus. Les équipes Michelin se disent même prêtes à ne pas marquer de points si cela peut faire pencher la balance pour avoir une course à peu près potable pour les 150 000 personnes qui sont sur place. Toutes les équipes, sauf Ferrari, sont prêtes à accepter la chicane et de courir en s'arrangeant pour que soit les équipes ne marquent pas de points, soit faire en sorte que cette course soit disputée hors championnat et donc que personne ne marque des points. Alors il y a plusieurs problèmes, dont un avec cette chicane, c'est que le circuit il est homologué dans une configuration pour des raisons sportives, mais aussi surtout de sécurité. Installer une chicane change le tracé et implique de tester et de simuler tous les pires cas possibles et imaginables pour comprendre si cette chicane est suffisamment sûre pour pouvoir rouler avec 20 voitures lancées à pleine balle dessus. Alors c'est un refus catégorique de la FIA, à juste titre. S'il se passait un drame ce jour-là, la FIA serait non seulement responsable, mais montrerait un amateurisme absolu et aurait droit aussi à des poursuites judiciaires extrêmement graves sur le sol américain si, admettons, des marshals venaient à perdre la vie dans un accident. Malheureusement, c'est déjà arrivé. Et encore une fois, la chicane, elle est injuste pour les équipes Bridgestone qui n'ont pas eu de problème. C'est vraiment trop injuste. Pourquoi changer les règles pour ceux qui ont mal fait le boulot? Bref, tout le monde veut courir quoi qu'il arrive, mais on trouve pas un terrain d'entente pour toutes les équipes. Et jusqu'au dernier moment, on tente de trouver des solutions, mais à la fin du tour de formation, 14 voitures rentrent au stand sous les yeux interloqués des spectateurs qui, à l'époque, n'avaient aucune idée de ce qu'il se tramait en coulisses depuis le début de la journée. Le départ est donné pour 6 voitures et petit à petit, la colère et les huées commencent à gronder. Des bouteilles d'eau et des canettes commencent à être jetées sur la piste. C'est nul! Ce qui reste relativement dangereux pour les pilotes, mais on comprend la colère et la frustration. Le spectacle que le public paye cher est absolument désastreux et pourtant, ils ont bien un Grand Prix de Formule 1 qui se déroule sous leurs yeux dans les règles de la FIA normales. La FIA a fait preuve d'impartialité, ce qui est son rôle, pour respecter les règles sportives en bonne et due forme et de ce que l'on attend sur un GP en fait. Si on ne respecte pas les règles que l'on met en place et qu'on les brise pour une partie de la grille qui a un vrai problème, la FIA ne ferait pas correctement son travail. Ferrari a été certes le vilain petit canard pas solidaire des autres équipes, mais a eu totalement raison car c'était pas leur problème en fait. Ils sont arrivés avec une voiture et des pneus qui fonctionnaient. Pourquoi changer le déroulement de la course? Eux, ils ont joué sur les règles. Ils ont joué dans les règles même. Alors par défaut de matériel, les écuries équipées de Michelin n'ont pas pu courir, alors qu'elles étaient prêtes à ne pas marquer de points au championnat tant que la course pouvait se faire de manière sûre et à peu près équitable entre guillemets pour donner un divertissement qui est sensé et raisonnable. Tout le monde a eu raison dans l'histoire au final, la FIA, Ferrari et même Michelin. C'est une question de timing qui a mené à une impasse où tout le monde allait camper sur ses positions de manière tout à fait légitime. Sauf qu'en faisant ça, il y a eu une conséquence malheureuse. Personne n'a gagné, mais tout le monde a perdu. En particulier la Formule 1 et surtout les spectateurs ce jour-là. Personne n'a voulu voir la vision globale de ce qui pouvait se passer. Le sport avait raison au détriment du divertissement. Les spectateurs sont venus voir une course de Formule 1 avec 20 pilotes au départ et non pas 6. La promesse n'a donc pas été tenue. La meilleure chose à faire aurait peut-être été de reporter la course à une date ultérieure, mais c'est toujours un défi logistique et certains spectateurs n'auraient peut-être pas pu revenir. Et encore une fois, ça aurait été injuste pour les équipes Bridgestone. Alors oui, tout ça, ça fait un petit peu écho à Spa 2021, où les 4 heures d'interruption, je crois, de course et l'attente interminable de voir la pluie se calmer un petit peu pour démarrer la course n'a finalement donné que 2 tours sous safety car. À l'inverse d'Indianapolis, tout a été tenté de démarrer la course en 2021. Le problème, c'est que les 2 tours ont suffi pour officialiser un résultat qui n'était pas représentatif du divertissement produit. Et dernièrement, on a eu droit à des changements et à une adaptation du règlement pour avoir un Grand Prix dans des conditions plus sûres pour les pneus au Qatar. Obliger un nombre de tours par pneu a été fait pour mener à bien la mission de divertissement de la Formule 1. Alors c'est bien plus facile aujourd'hui puisqu'il y a un manufacturier de pneus unique et que si problème il y a, c'est tout le monde qui est touché et ce qui oblige à trouver des solutions, quoi qu'il arrive.
Un peu cas similaire, je reste encore un peu amer du fait que Mercedes ait réussi à faire changer les règles pour éviter le marsouinage quand ils étaient les seuls à ne pas y arriver. C'était un défaut de leur part et non pas du règlement ou des circuits. Comme quoi, vous voyez, il y a toujours de la politique qui se mêle. Michelin endossera la responsabilité à juste titre, remboursera les tickets des spectateurs présents ce jour-là sur place et paiera 20 000 tickets pour le GP des États-Unis 2006. 2007 marquera la dernière année de contrat avant l'exil de la Formule 1 sur le sol américain. 7 ans après cette farce, la F1 revient au pays de l'oncle Sam. 10 ans après, la F1 devient américaine avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui, comme quoi rien n'est impossible. Aujourd'hui, la F1 est un sport dont les règles s'adaptent année après année pour servir le divertissement et le spectacle en piste. Il y a des essais qui sont concluants, comme la réglementation 2022 qui est un succès pour les batailles en piste. Même si Red Bull est parti devant, il y a des batailles dans le peloton. Et il y a des essais un peu plus ratés, comme la présentation des pilotes à Miami. Les équipes, la FIA et la FOM travaillent de concert, même en ayant des tensions intrinsèques à la compétition, c'est normal. La part du gâteau est telle que les parties prenantes n'ont plus le choix d'avoir un sport qui est divertissant s'ils veulent continuer à faire tourner la machine correctement.